Je ne suis pas du genre application de rencontre, du moins je ne l'étais pas. Puis un pote m'a parlé de Singletune.com. Le meilleur conseil que j'ai reçu depuis des années. Allez jeter un œil. Donc, tout ce cauchemar a commencé lors de ce que je pensais être juste une autre soirée misérable. Le genre de soirée où l'on se noie dans ses propres pensées et où l'univers décide qu'on n'a pas encore assez souffert. Vous connaissez ces nuits où tout semble lourd? Où même respirer semble exiger plus d'énergie que vous n'en avez à revendre. C'était mon cas. Avec le recul, je ne suis toujours pas tout à fait sûr si ce qui s'est passé cette nuit-là a empiré les choses ou si, d'une certaine manière, ça les a améliorées. Je suppose que cela dépend de la façon dont on mesure le fait de toucher le fond et si l'atteindre compte comme un progrès. Certains disent qu'il faut toucher le fond avant de pouvoir commencer à remonter, mais personne ne vous dit que le fond a un sous-sol, et que ce sous-sol a une cave, et que vous pourriez bien continuer à tomber à travers des étages dont vous ignoriez même l'existence. Il était environ 22 heures, peut-être un peu plus, et j'étais planté dans mon fauteuil avec pour seule compagnie un lampadaire projetant un faible cercle de lumière autour de moi. Le reste de la maison était plongé dans l'obscurité depuis des heures, mais je ne l'avais pas remarqué tellement j'étais absorbé par ce que je faisais. L'obscurité convenait parfaitement à mon état mental, comme si la maison elle-même reflétait le vide que je ressentais à l'intérieur. Avez-vous déjà eu un de ces moments où votre environnement extérieur correspond parfaitement à votre état intérieur? Où le monde physique semble conspirer pour refléter exactement ce que vous ressentez? C'était toute ma maison cette nuit-là. Sombre, vide, froide, tout comme moi. J'avais les jambes croisées, un bloc-notes jaune en équilibre sur mes genoux, et je griffonnais des notes et faisais des listes depuis ce qui me semblait être une éternité. Mon avocate m'avait donné des devoirs à faire, si vous pouvez le croire. Elle m'avait tendu une enveloppe Kraft pleine de preuves et m'avait dit d'organiser mes pensées, de tout documenter, de me préparer à ce qui allait arriver. Alors je suis resté là, à cataloguer les débris de mon mariage, un point à la fois. C'est une expérience surréaliste, je vous le dis. Réduire toute votre vie avec quelqu'un à une série de dates, d'heures et de lieux. Mardi 15 mars, 19h30, Riverside Motel. Jeudi 24 mars, 18h, même endroit. Chaque ligne représentait un moment où ma femme avait choisi quelqu'un d'autre plutôt que moi, plutôt que nous, plutôt que tout ce que nous avions construit ensemble. Chaque ligne était un clou de plus dans le cercueil de ce que je croyais être ma vie. Le détective privé que j'avais engagé avait été minutieux. Je lui accorde ça. Des photos, des horodatages, des numéros de plaques d'immatriculation, tout était documenté avec la froide précision de quelqu'un dont c'est le métier. Il avait probablement vu une centaine de mariages s'effondrer. Pour lui, ce n'était qu'une affaire de plus. Pour moi, c'était tout. Quand la sonnette a retenti, j'ai littéralement sursauté. J'ai levé les yeux et j'ai soudain pris conscience de l'heure tardive et de l'obscurité qui régnait au-delà de mon petit îlot de lumière. Ma première pensée a été de la confusion quant à savoir qui pouvait bien se présenter à cette heure-ci. Ma deuxième pensée fut que ce n'était certainement pas ma femme, car cela faisait des mois qu'elle n'était pas rentrée avant minuit lors de ses prétendues soirées entre filles. Honnêtement, cela aurait dû être mon premier indice. Mais avec le recul, c'est brutalement évident. Quand on est au milieu de quelque chose, quand on le vit au jour le jour, on ne voit pas les schémas. On se trouve des excuses. On se raconte des histoires qui donnent un sens aux incohérences. Elle traverse juste une mauvaise passe. Elle a besoin de passer du temps avec ses amis. Son travail est stressant. On construit ses explications élaborées parce que la vérité est trop douloureuse à envisager. Mais une fois qu'on sait, une fois qu'on a vu les preuves, tous ces petits moments vous reviennent avec une parfaite clarté. Toutes ces fois où elle était distante, distraite, vérifiant constamment son téléphone, souriant à des messages qu'elle ne voulait pas partager. Toutes ces nuits où elle rentrait tard avec l'odeur de quelqu'un qui vient de se doucher. Toutes ces excuses qui semblaient raisonnables à l'époque, mais qui ressemblaient maintenant exactement à ce qu'elles étaient, des mensonges. J'ai posé le bloc-notes jaune sur le sol, j'ai laissé tomber mon stylo dessus et je me suis levé de mon fauteuil. C'est alors que l'épuisement m'a frappé comme un poids physique. Ce n'était pas le genre de fatigue qu'on ressent après avoir travaillé dur ou veillé tard. C'était plus profond. Le genre de lassitude qui vous glace les os et qui vient du fait de porter en soi la certitude que votre vie entière a été une représentation théâtrale et que vous ne saviez même pas que vous étiez dans le public. C'est l'épuisement de réaliser que pendant que vous viviez votre vie de bonne foi, quelqu'un d'autre exécutait un programme complètement différent. Pendant que vous pensiez à votre avenir ensemble,
que vous planifiez des vacances, que vous imaginiez vieillir ensemble, elle planifiait son prochain rendez-vous amoureux. Pendant que vous étiez un mari, elle auditionnait d'autres candidats pour le rôle. Ce genre de savoir pèse sur vous d'une manière que le travail physique ne pourrait jamais faire. Il s'infiltre dans vos os et donne à chaque mouvement l'impression de se traîner dans du béton. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai appuyé sur les 2 interrupteurs pour la lumière extérieure et celle du couloir. Par le Judas, je pouvais voir 2 officiers de police en uniforme debout sur mon porche. Et laissez-moi vous dire que ce n'est jamais bon signe. Rien de bon ne sort jamais de la visite de flics à votre porte à la nuit tombée. D'après mon expérience, la police à votre porte à 22 heures signifie l'une de ces 3 choses, quelqu'un que vous aimez est mort, quelqu'un que vous aimez est en prison, ou vous êtes sur le point d'aller en prison. Aucune de ces options n'est ce que vous avez envie d'entendre quand vous passez déjà les pires semaines de votre vie. Mon esprit s'est mis à passer en revue toutes les possibilités. Jean avait-elle été arrêtée? Avait-elle fait une bêtise? Avais-je fait quelque chose qui pouvait être interprété comme illégal? J'avais été prudent, n'est-ce pas? Je n'avais menacé personne. Je n'avais rien fait d'autre qu'engager un détective privé et une avocate. C'était tout à fait légal. Tout était en règle. Alors pourquoi y avait-il des flics sur mon porche? J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai essayé de détendre l'atmosphère avec une blague. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ai-je demandé en tentant de sourire. Aucun d'eux ne m'a rendu mon sourire. Ce n'était clairement pas une visite de courtoisie. Êtes-vous George Bradley? A demandé le premier officier. Son ton était très professionnel. Ouais, c'est moi, ai-je répondu en essayant de rester amical. Votre femme est-elle Jean Bradley? A-t-il poursuivi sans sourciller. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Ai-je dit, sentant mon estomac commencer à se nouer. Avez-vous déjà remarqué que les policiers ne répondent jamais vraiment à vos questions? Au lieu de répondre, il a demandé, pouvons-nous entrer? Et l'officier le plus proche de moi a commencé à franchir le seuil sans attendre ma permission. Je me suis déplacé pour lui barrer la route et j'ai secoué la tête. Non, je vous demande pardon. Il a eu l'air sincèrement surpris, comme si personne ne lui avait jamais dit non de toute sa carrière. J'ai dit non, ai-je répété plus fermement cette fois. Je vous ai posé une question, alors soit vous y répondez, soit vous partez. Ma patience s'évaporait à vue d'œil. Il a reculé, mais il ne m'a toujours pas répondu. Êtes-vous resté ici toute la nuit? A insisté l'officier à la place. J'ai croisé les bras et je lui ai lancé le genre de regard que l'on réserve à quelqu'un qui vient de mettre de la boue sur un sol propre. Oui. Et c'est la dernière réponse que vous obtiendrez tant que vous n'aurez pas répondu à ma question. De quoi s'agit-il? J'imagine que je leur avais opposé suffisamment de résistance pour qu'ils se disent qu'ils pouvaient soit me le dire, soit perdre encore plus de temps à jouer à des petits jeux. L'expression de l'officier supérieur a changé et il a parlé de ce ton grave et répété. Votre femme a été blessée et a été transportée au Memorial Hospital. C'est une chose étrange qui se produit dans votre cerveau quand vous entendez ce genre de choses. Une minute, vous êtes assis chez vous à planifier comment démanteler votre mariage et diviser vos biens, et la minute suivante, vous vous inquiétez sincèrement de savoir si votre femme est en vie ou morte. Le cœur humain est une chose compliquée et contradictoire. J'avais passé les 2 dernières semaines à la détester, à imaginer notre confrontation, à répéter le discours que je lui tiendrais quand je lui dirais enfin que je savais tout. J'avais fantasmé sur l'expression de son visage lorsqu'elle réaliserait qu'elle avait été prise au piège, lorsque tous ces mensonges prudents s'effondreraient autour d'elle. Je l'avais imaginé implorant mon pardon, essayant de s'expliquer, cherchant des excuses. J'avais joué une centaine de scénarios différents dans ma tête, et dans aucun d'eux je n'avais imaginé ressentir cette soudaine montée de peur et d'inquiétude. Mais elle était là. Malgré tout, malgré la trahison, les mensonges et les photographies posées dans cette enveloppe craft près de mon fauteuil, mon premier instinct a été de m'inquiéter pour elle. C'est peut-être les faits que vous font des années de mariage. C'est peut-être simplement la nature humaine. Ou peut-être que je suis juste un idiot qui n'arrive pas à lâcher prise même quand il le devrait. Que s'est-il passé, ai-je demandé, et j'étais sincère. Il n'était cependant pas encore prêt à s'étendre sur le sujet. Pouvons-nous entrer, a répété l'officier supérieur. L'épuisement commençait à revenir. J'ai laissé échapper un long soupir, je me suis écarté et j'ai fait un geste en direction du salon. Ils sont entrés prudemment, presque comme s'ils inspectaient un bâtiment lors d'un exercice d'entraînement.
Tout en tension et en alerte. J'ai allumé les plafonniers et me suis laissé retomber dans mon fauteuil. Alors maintenant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, ai-je exigé. L'inquiétude s'estompait déjà, remplacée par de l'irritation. Ils ont échangé un regard, puis l'officier supérieur m'a annoncé la nouvelle. Monsieur, nous avons le regret de vous informer que votre femme a reçu une balle ce soir. Les mots semblaient préparés, comme s'il les avait prononcés des centaines de fois auparavant. J'ai réalisé plus tard qu'il observait attentivement mon visage, essayant de lire ma réaction, à l'affût d'indices. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, et la question est sortie avec plus de force que je ne le voulais. Oui, monsieur. Comme nous l'avons mentionné, elle est au Memorial Hospital, a répondu l'officier supérieur. J'ai laissé planer le silence une seconde, le temps que mon cerveau assimile l'information. Non, non, vous avez dit qu'elle y avait été emmenée. Vous n'avez jamais dit si elle était vivante ou morte. Maintenant, répondez à la question ou foutez le camp. À la fin de cette phrase, je hurlais. Ils se sont à nouveau regardés, et je me suis demandé plus tard s'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir me déchiffrer, agacés de ne pas pouvoir m'intimider, ou simplement sincèrement incertains de la manière de gérer la situation. Finalement, l'officier supérieur a pris la parole. Votre femme est en salle d'opération en ce moment. L'issue est incertaine. Ces deux phrases m'ont frappé plus durement que je ne m'y attendais. C'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine et m'avait coupé le souffle. J'ai commencé à hyperventiler, ce qui m'embarrassait au moment même où cela se produisait. Quand j'ai repris mes esprits, les deux officiers étaient agenouillés à côté de mon fauteuil, disant « Respirez, respirez ». Et je hochais la tête comme un idiot. Ma femme s'était fait tirer dessus. Quelqu'un lui avait vraiment tiré dessus. Qui, à part moi, aurait pu vouloir faire ça? Attendez, est-ce que je viens de penser à ça à voix haute? Les officiers continuaient à me dire de respirer, donc je suppose que non. Y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire, ai-je réussi à demander une fois que j'ai repris le contrôle de moi-même. Ils se sont tous deux levés et ont repris leur posture professionnelle, mais ils semblaient désormais plus disposés à partager des informations. L'officier supérieur a expliqué la situation. Votre femme était dans une chambre de motel avec un ami. Autant que nous puissions le déterminer, la femme de cet homme a dû réussir à entrer d'une manière ou d'une autre. Elle a probablement juste frappé à la porte et il a répondu sans regarder. Bref, elle a vidé la majeure partie de son chargeur sur lui et a gardé les dernières balles pour votre femme. Heureusement pour votre épouse, la femme de ce monsieur ne semble pas être une tireuse d'élite. Quelques-uns de ses tirs ont manqué leur cible, mais d'autres l'ont suffisamment bien atteinte. Le petit ami est mort, mais il pense que votre femme s'en sortira. Quand les flics décident enfin de partager des informations, ils ne se retiennent vraiment pas. Tout m'est tombé dessus d'un coup, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de la situation. Ma femme était dans une chambre de motel avec son amant, et la femme de ce dernier les avait trouvés. Sa femme avait fait ce dont je n'avais fait que fantasmer dans mes moments les plus sombres, sauf qu'elle avait vraiment appuyé sur la gâchette. Elle était entrée dans cette pièce et y avait mis un terme, définitivement, violemment, une bonne fois pour toutes. Une partie de moi a ressenti un sentiment malsain de revanche. Vous voyez, je n'étais pas fou. Je n'étais pas paranoïaque. C'était vrai. Tout était vrai. Et maintenant, tout le monde allait le savoir. Ses parents allaient le savoir. Ses amis le sauraient. Tous ceux qui nous avaient regardés et qui pensaient que nous étions un couple reconnaîtraient la vérité. Mais une autre partie de moi, une partie que je ne voulais pas admettre, ressentait autre chose. De la culpabilité, peut-être? Du soulagement? Je ne pouvais pas vraiment nommer ça. C'était comme si l'univers avait pris la décision à ma place. Je n'avais plus à être le méchant. Je n'avais pas à être celui qui détruisait notre mariage. Elle l'avait fait, et maintenant quelqu'un d'autre avait terminé le travail. Alors, vous êtes ici pour voir si j'étais impliqué, ai-je demandé. Leur visage ne laissait rien paraître. Nous savons qui a tiré, a répondu l'officier supérieur. Mais il y a toujours la question d'une implication supplémentaire. De plus, nous devons savoir que votre femme sera en sécurité lorsqu'elle rentrera à la maison, quand elle sera prête. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai souri pour la première fois de la nuit. Elle a été en sécurité ces dernières semaines, alors je ne vois pas pourquoi ça devrait changer maintenant.
Ils m'ont tous les deux regardé comme s'il m'échappait quelque chose d'évident. Sur une impulsion, j'ai décidé de leur faire un petit cadeau. J'ai tendu la main à côté de mon fauteuil, et les deux officiers se sont immédiatement tendus. Le plus jeune a même posé la main sur son arme. « Ne te pisse pas dessus, gamin. C'est juste une enveloppe, ai-je dit. » Je leur ai tendu l'enveloppe Kraft qui reposait à côté de mon fauteuil et j'ai continué. « J'ai vu mon avocate aujourd'hui. Elle m'a donné une liste de choses à faire, et ironiquement, elle m'a dit de faire d'autres listes. » J'ai tendu la main de l'autre côté de mon fauteuil et j'ai brandi le bloc-notes jaune où je documentais tout pour le divorce. L'officier supérieur a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner les photos que j'avais de ma femme dans diverses positions compromettantes avec un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. Le détective privé avait bien fait son travail. Il y avait des photos prises à différents jours, sous différents angles, dans différents endroits, le parking du motel, eux deux entrant ensemble, ressortant des heures plus tard. Un cliché particulièrement accablant les montrait en train de s'embrasser dans sa voiture avant d'entrer. Un autre la montrait en train de rire à quelque chose qu'il avait dit, la main sur le bras de cet homme, l'air plus heureuse que je ne l'avais vu depuis des années. C'est celle-là qui m'avait fait le plus de mal quand je l'avais vue pour la première fois. Pas les photos intimes, ni celles qui montraient ce qu'il faisait derrière des portes closes. C'était ce rire, cette joie authentique sur son visage. À quand remontait la dernière fois qu'elle m'avait regardé comme ça? À quand remontait la dernière fois que je l'avais fait rire comme ça? La réponse était que je ne m'en souvenais pas. Peut-être jamais. Peut-être que je ne l'avais jamais rendue aussi heureuse. C'était peut-être pour ça qu'elle était allée voir ailleurs. Les gars, vous voulez bien me donner le nom de l'homme avec qui elle était, ai-je demandé. L'officier supérieur a parlé sans lever les yeux, on dirait que vous le savez déjà. Ils fixaient tous deux les photos comme des adolescents qui viendraient de découvrir la collection de magazines cachés de leur père. C'est là que le jeune officier a pris la parole pour la première fois, punaise, ils sont vraiment différents sans les trous dedans, a-t-il lâché. L'officier supérieur lui a lancé un regard noir et l'a réprimandé là, devant moi. Puis, se tournant vers moi, il a dit, « Je suis désolé, monsieur. C'était inapproprié. Il est nouveau. » J'ai simplement hoché la tête. J'avais de plus gros problèmes auxquels penser maintenant. Ma femme infidèle était à l'hôpital. Elle pouvait s'en sortir, ou pas. Le divorce était en suspens pour quelques jours ou quelques semaines, jusqu'à ce que nous sachions comment les choses allaient tourner. Et quelque part dans cette ville, probablement dans une cellule de garde à vue au poste de police, il y avait une femme nommée Hélène Kowalski qui avait fait ce que je n'avais fait qu'imaginer. Elle les avait confrontés. Elle y avait mis fin. Elle les avait fait payer. J'aurais dû la détester. J'aurais dû être horrifié. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange affinité avec elle. Elle vivait aussi mon cauchemar. Elle aussi avait été trahie. Elle aussi avait subi des mensonges. La seule différence, c'était qu'elle avait craqué et pas moi. Ou peut-être que je n'avais tout simplement pas encore craqué. Peut-être que j'étais encore sur le point de le faire. C'est peut-être pour cela que je me suis senti poussé à l'aider pour m'assurer qu'elle obtienne un bon avocat. Car, si ce n'était par la grâce de Dieu, ça aurait pu être moi. Après avoir confirmé que j'étais resté à la maison toute la nuit et m'être souvenu d'un appel téléphonique très opportun de mon frère qui a aidé à établir mon alibi, ils ont répété leur avertissement selon lequel je ne devais faire aucun mal à ma femme lorsqu'elle rentrerait à la maison. Je n'ai fait que répéter ma réponse précédente et ils ont semblé s'en contenter. Quand ils furent prêts à partir, je me suis levé de mon fauteuil et les ai raccompagnés. J'ai éteint les lumières en retournant à ma place, je me suis assis et j'ai commencé à digérer ces nouvelles informations. On lui avait tiré dessus. Je n'avais jamais vu ça venir. Même si je la détestais pour ce qu'elle nous avait fait, pour ce qu'elle m'avait fait, je n'avais jamais souhaité sa mort, je voulais qu'elle vive une longue vie pleine de regrets. Qu'elle reste éveillée la nuit dans un lit vide, intouchée et seule. Comme si cela allait un jour arriver. Les gens comme Jean ne restent pas éveillés à regretter leur choix. Ils vont de l'avant. Ils trouvent quelqu'un de nouveau. Ils réécrivent l'histoire dans leur tête jusqu'à ce qu'ils soient la victime et que vous soyez le méchant. Ils racontent à leurs amis à quel point ils étaient malheureux, comment vous ne les compreniez pas, comment ils n'avaient pas d'autre choix que de chercher du réconfort ailleurs. Ils s'érigent en héros d'une histoire où ils sont en fait les traîtres. C'est ce que font les gens comme Jean. Ils survivent en n'acceptant jamais la responsabilité,
en ne reconnaissant jamais les dommages qu'ils causent, en ne se regardant jamais dans le miroir pour se voir tels qu'ils sont vraiment. J'avais commencé la soirée très délibérément, en travaillant sur les tâches que mon avocate m'avait confiées. C'était un bon moyen de détourner mon esprit des questions qui me hantaient depuis que j'avais la confirmation que ma femme me trompait. Maintenant, je savais avec qui, mais je n'avais toujours aucune idée du pourquoi. Notre mariage avait eu des passages à vide, bien sûr. Elle faisait partie de ces personnes qui semblaient toujours irritées par quelque chose. Il y avait des moments où j'aurais pu jurer qu'elle cherchait des raisons d'être malheureuse. Je ne m'en étais pas pleinement rendu compte jusqu'à ce que les préparatifs du divorce mettent une certaine distance entre nous et que je commence à prendre du recul. Quand on est dedans, quand on vit avec quelqu'un jour après jour, on s'adapte. On s'accommode. On apprend à naviguer autour de ses humeurs et de ses déclencheurs. On ne se rend même pas compte qu'on le fait jusqu'à ce qu'on prenne du recul et qu'on voit le tableau d'ensemble. Puis on réalise qu'on marche sur des œufs depuis des années, en gérant soigneusement ses paroles et ses actes pour éviter de déclencher une énième explosion d'irritation, de colère ou de silence glacial. On réalise qu'on a vécu dans un état d'anxiété latent. Toujours dans l'attente que la prochaine chose tourne mal. Toujours à se préparer à la prochaine plainte. Ce n'est pas un mariage. C'est une prise d'otage. Quoi que ce soit qui l'ait poussé à détruire sa vie, cela avait maintenant fait de moi un suspect, dans une certaine mesure, dans une affaire d'homicide. Les pièces ont commencé à s'assembler. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cet ignoble tas de mensonges et de trahisons. Il y avait une autre victime ici, une autre personne dont la vie avait été détruite par ces deux mêmes personnes. Hélène Kowalski, une femme que je n'avais jamais rencontrée, qui ne m'avait jamais rien fait, mais qui comprenait exactement ce que je traversais. Elle avait été trahie par le même homme qui avait contribué à détruire mon mariage. Quelqu'un en qui elle avait confiance lui avait menti. Son monde avait été déchiré tout comme le mien. La seule différence, c'était qu'elle avait atteint son point de rupture avant que je n'atteigne le mien. Elle avait agi en fonction de la rage et de la douleur que j'essayais encore de digérer. Et maintenant, elle allait payer cela de plusieurs années de sa vie, peut-être des décennies, enfermée dans une cellule ou un service psychiatrique. Cela ne semblait pas juste. Cela ne semblait pas correct. Elle avait été poussée à bout et elle était tombée. Et maintenant, le système allait la punir pour avoir été humaine, pour avoir craqué sous une pression qui aurait brisé n'importe qui. J'ai appelé le téléphone portable personnel de mon avocate et elle a décroché à la 4e sonnerie. Ça a intérêt à être important, a averti Sheila. Sinon, que Dieu me vienne en aide, je vous envoie une facture que vous paierez encore avec vos chèques de sécurité sociale. Sheila Goldstein était un requin. Et j'ai trouvé un étrange sentiment de réconfort dans son attitude impitoyable. Qui aurait cru qu'un avocat spécialisé en divorce aurait de l'humour, ai-je répondu. Qui a dit que je plaisantais, a-t-elle rétorqué. J'ai besoin que vous contactiez un avocat pénaliste qui travaille de nuit, lui ai-je dit. J'ai entendu un fracas à l'autre bout du fil. Dites-moi que vous n'avez pas fait une connerie, s'est exclamé Sheila. Non, mais quelqu'un d'autre l'a fait, ai-je expliqué. Je viens d'avoir la visite des flics. La femme de cet idiot les a surpris et leur a tiré dessus à tous les deux. Il est mort et elle est en salle d'opération. La femme a besoin d'un avocat, et je parie qu'elle n'en a pas. Écoutez-moi, a dit Sheila fermement. Dites-moi que vous n'avez rien à voir avec ça. Et pour l'amour de Dieu, dites-le avec conviction. Je n'y suis pour rien, ai-je déclaré. Maintenant, dites-le pour que je puisse y croire, a-t-elle exigé. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec ça, ai-je insisté. Les flics étaient là et ils m'en ont parlé. Je crois qu'ils pensaient la même chose que vous, mais je n'y suis pour rien. J'étais assis dans mon fauteuil, en train d'examiner les preuves que vous m'avez données, quand ils ont débarqué. Mon frère m'a appelé vers 20h30 et nous avons parlé pendant presque une heure d'un voyage de pêche qu'il planifie. Les flics peuvent vérifier tout ça. J'ai un alibi. Je suis clean. D'accord, alors en quoi c'est votre problème? A demandé Sheila. Pourquoi vous souciez-vous de ce qui arrive à cette femme? Ce n'est pas mon problème, mais je suppose que la misère aime la compagnie. Si nous n'avions pas eu cette sérieuse discussion dans votre bureau, ça aurait très bien pu être moi. Je veux juste l'aider. Elle a fait ce que je voulais faire. Elle a juste eu le courage de passer à l'acte. Ne dites pas ça, a averti Sheila. Ne redites jamais ça. Ni à moi,
ni à personne. Vous comprenez? Ce genre de discours peut se retourner contre vous. Je sais. Je sais, ai-je dit, je dis juste que je comprends ce qu'elle a ressenti. Je comprends ce qui l'a poussée à ce point. Et je ne pense pas qu'elle devrait avoir à affronter ça toute seule. Ce n'est pas le cas. Mais je suppose que la misère aime la compagnie. Si nous n'avions pas eu cette sérieuse discussion dans votre bureau, ça aurait très bien pu être moi. Je veux juste l'aider. J'ai entendu une profonde et dure inspiration à l'autre bout du fil. D'accord, a concédé Sheila. Savez-vous où elle est? Vous voulez dire Hélène Kowalski, ai-je demandé. Est-ce que votre femme couchait avec le mari d'une autre femme? Oui, je veux dire Hélène Kowalski, a lâché Sheila. Je ne sais pas où elle est, ai-je admis. Mais on leur a tiré dessus en ville et c'est une petite ville, alors je suppose qu'elle est au poste de police. D'accord, ne bougez pas, a ordonné Sheila. Je vais appeler un associé et voir s'il peut y aller. Au pire, il pourra veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle ait son propre avocat. Je dois aller à l'hôpital à un moment donné, ai-je fait remarquer. D'accord, vous pouvez aller à l'hôpital, mais ne restez pas seul avec elle, a averti Sheila. Si quoi que ce soit se passe, je veux 3 mètres de distance entre vous et elle, avec au moins 2 témoins. C'est compris? Compris, ai-je reconnu. Et Georges, a ajouté Sheila. Oui, je vous connais. Vous êtes partagé. Je suis désolé pour ce qui arrive, mais vous n'êtes pas responsable et tout va bien se passer. Vous m'entendez? Sa voix s'est légèrement adoucie. Oui, madame. Je vous entends, l'ai-je rassuré. D'accord, allez faire ce que vous avez à faire. Mais tenez-vous à carreau, a-t-elle conclu. J'ai raccroché en pensant, viens-je de dire, oui, madame? Pourquoi me donne-t-elle l'impression d'être un petit garçon? Et pourquoi ça marche aussi bien? Peu importe. Elle veillait sur moi à un moment où je me sentais perdu, et elle m'a donné une direction à suivre. Maintenant, il fallait que je la rende fière de moi. J'ai pris une douche et je me suis changé. Il y a quelques semaines, je me serais précipité à ses côtés, mais Jean avait détruit cet amour. À présent, je n'avais plus que des obligations à remplir, et cela incluait de m'assurer qu'elle reçoive des soins médicaux appropriés et que l'hôpital obtienne les informations de notre assurance. Le divorce pouvait attendre. Je n'allais pas déchirer mes vêtements et me lamenter, quelle que soit l'issue, mais j'allais accomplir mon devoir de mari en m'assurant que des étrangers fassent leur travail. C'est drôle comme l'amour peut vite se transformer en obligation. À quelle vitesse la passion peut devenir une procédure. Il y a quelques mois, si quelqu'un m'avait dit que Jean était à l'hôpital, j'y aurais été en quelques minutes, paniqué, désespéré de la voir, de lui tenir la main, de m'assurer qu'elle allait bien. Maintenant, je faisais les choses machinalement parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était attendu, parce que j'avais des responsabilités. Mais l'amour avait disparu, l'inquiétude avait disparu, il ne restait que le devoir, et même cela commençait à s'étioler. En fin de compte, j'aurais pu prendre plus de temps. Elle était en salle de réveil à mon arrivée et sous sédatif pour la nuit. Je leur ai donné les informations de notre assurance, j'ai parlé à un chirurgien qui a dit qu'il s'attendait à ce que Jean survive, et je suis rentré chez moi. Il m'appellerait s'il y avait le moindre changement ou quand elle serait réveillée. Le chirurgien avait été professionnel, clinique, détaché. Il avait expliqué les blessures, l'opération, le pronostic, le tout sur ce ton calme et mesuré qu'utilisent les médecins lorsqu'ils délivrent des informations qu'ils ont déjà transmises 1 millier de fois auparavant. 2 balles l'avaient atteinte, l'une à l'épaule, l'autre à l'abdomen. La blessure à l'épaule était nette, sans complications. La blessure à l'abdomen avait été plus compliquée, mais ils avaient réparé les dégâts, et sauf infection ou complications, elle devrait se rétablir complètement. Il avait dit tout cela comme s'il décrivait la réparation d'une voiture, remplacer cette pièce, boucher ce trou, comme neuve. Je l'avais remercié et j'étais parti, ne ressentant rien. Aucun soulagement de savoir qu'elle allait survivre, aucun chagrin qu'elle ait été blessée, juste rien du tout. Il était bien après minuit quand je suis rentré à la maison. J'étais épuisé, mais incapable de dormir, alors j'ai passé en revue une liste mentale de choses à faire. Tout pouvait attendre jusqu'à demain, à l'exception d'une tâche très difficile. Il fallait que j'appelle les parents de Jean, Joe et Marie Castellano. Des gens bien, le sel de la terre, qui avaient travaillé dur toute leur vie,
élevé leur fille du mieux qu'ils le pouvaient et m'avaient accueilli dans leur famille comme si j'étais le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Ils ne méritaient pas ça. Ils ne méritaient pas que la trahison et la mort évitée de justesse de leur fille deviennent de notoriété publique. Ils ne méritaient pas que leurs espoirs de petits-enfants, de dîner en famille et de vieillir entourés de leurs proches soient brisés par les choix de leur fille. J'ai pensé attendre jusqu'au matin, mais si son état empirait et qu'il ne pouvait pas lui dire au revoir, il ne me le pardonnerait jamais. Quoi que je pense de Jean, ses parents avaient toujours été bons avec moi. Alors, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé. Le téléphone a sonné 4 fois avant que Joe ne réponde, et je pouvais entendre l'engourdissement dans sa voix, la confusion d'avoir été tiré d'un sommeil profond. « Allô ? Tu sais quelle heure il est ?» a résonné la voix ensommeillée de Joe à travers le téléphone. « Ouais, Joe, je sais. Je devais appeler, ai-je expliqué. Jean a été blessé et ils l'ont emmené au Memorial Hospital. » Il y a eu un moment de latence pendant que son père assimilait l'information. « Blessé ? Comment ça, blessé ?» a-t-il demandé, anxieux. « Joe, la femme de son amant lui a tiré dessus ce soir, ai-je lâché sans détour. »« Tiré dessus ?» s'est exclamé Joe. « De quoi diable parles-tu ? Tu es ivre ? Comment a-t-elle pu se faire tirer dessus ? » « Non, Joe. Je suis sobre, l'ai-je rassuré. La police était ici tout à l'heure et je suis allé à l'hôpital. Elle est sortie du bloc opératoire et le médecin dit qu'elle va s'en sortir. Ils l'ont mise sous sédatif, donc ça ne sert à rien d'y aller ce soir. Je voulais juste que tu le saches. Tu es avec elle en ce moment ? A demandé Joe. Non, je suis à la maison, ai-je répondu. Ne devrais-tu pas être avec elle ? Son ton était accusateur. J'étais trop fatigué pour me mettre en colère. Joe, tu m'as entendu ? La femme de son amant lui a tiré dessus, ai-je répété. Tu es fou. J'en ai pas d'amant, a protesté Joe. Si, Joe, elle en a un. Ou elle en avait un, l'ai-je corrigé. Il est mort, mais elle va vivre. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, ou plutôt une sorte de silence, car j'entendais Joe raconter à Marie ce que je venais de lui dire. Finalement, Joe est revenu au téléphone. « George, y a-t-il une chance que tu te sois trompé ?» a-t-il demandé, plein d'espoir. « Sur la tromperie ou sur la fusillade ?» ai-je clarifié. « Eh bien, sur les deux » s'est exclamé Joe. « Non, Joe. J'ai eu des soupçons et j'ai engagé quelqu'un pour la surveiller il y a environ 2 semaines, ai-je expliqué. Je regardais les photos et les retranscriptions quand la police est arrivée. Je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé avec son médecin. Tout est vrai. Il y eut à nouveau un silence. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a fini par demander Joe. « Je suis désolé, Joe. Je suis déjà allé voir un avocat. Je demande le divorce, ai-je déclaré. « George, tu ne peux pas trouver la force dans ton cœur ?» a plaidé Joe. « Je veux dire, on lui a tiré dessus et elle va avoir besoin de toi. Moi aussi j'avais besoin d'elle, Joe. Mais elle était sortie coucher avec son amant, lui ai-je rappelé. Alors, c'est tout, a demandé Joe avec abattement. En gros, oui, ai-je confirmé. Je vais m'assurer qu'elle soit couverte par l'assurance pour tout ça, et je suis sûr que les avocats auront plus de choses à dire sur les finances et le reste, mais on m'a menti trop de fois. À certains égards, c'est pire que l'intimité charnelle. Elle m'a menti en plein visage, et elle l'a si bien fait que je n'en ai jamais rien su. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon. Il a fallu un moment à Joe pour assimiler cela. Alors, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, a-t-il demandé. C'était juste le fait qu'elle était toujours absente, ai-je expliqué. Nous avions l'habitude de faire des choses ensemble, mais ces derniers mois, elle faisait toujours des projets qui ne m'incluaient pas. Je me suis dit que je devais voir ça par moi-même, alors j'ai engagé un type et il m'a montré ce que Jean me cachait. Après ça, ma décision était prise. Tu sais, sa mère et moi avions hâte d'avoir des petits-enfants, a dit doucement Joe. Il avait la voix d'un homme brisé, et ça m'a fendu le cœur. Je savais qu'il voulait des petits-enfants, et je voulais que nous leur en donnions. Je suis désolé, Joe. Vraiment, ai-je dit sincèrement. Voudrais-tu nous faire une faveur, a demandé Joe. Je me suis dit, ça y est. Ils veulent que je retarde toute décision jusqu'à ce que Jean aille mieux et qu'on puisse discuter. À ma grande surprise, ce n'était pas ça. Ne deviens pas un étranger, a demandé Joe.
Marie et moi te considérons comme le fils que nous n'avons jamais eu. Je ne veux pas te perdre, même si tu divorces de notre fille. Je n'en croyais pas mes oreilles. À travers tout ce qui s'était passé, la trahison, les preuves, l'avocate, la fusillade, tout ça. C'est ce qui m'a fait pleurer pour la première fois. Ni la découverte de la liaison, ni les photos, ni la police à ma porte, ni même la nouvelle que ma femme avait reçu une balle. C'était cette simple déclaration d'un homme bon qui venait d'apprendre que sa fille avait détruit son mariage et avait failli se faire tuer dans la foulée. Et sa première préoccupation était qu'il ne voulait pas me perdre. Ça m'a brisé. Ça a fait voler en éclats le peu de sang-froid auquel je m'accrochais. Je suis resté assis dans ma maison plongé dans l'obscurité, le téléphone collé à l'oreille et les larmes coulant sur mon visage, incapable de parler pendant une bonne minute. Joe a attendu patiemment à l'autre bout du fil, sans rien dire, me laissant juste l'espace pour ressentir ce que je ressentais. Je vous aime aussi, Joe. Vraiment. Je te promets que je ne vais nulle part, l'ai-je rassuré quand j'ai enfin pu reprendre la parole. Toi et Marie, vous êtes ma famille. Ça ne change pas juste parce que Jean et moi allons divorcer. Vous êtes coincés avec moi. Bien, a dit Joe, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. C'est bien. Marie sera contente de l'entendre. Elle s'inquiétait pour toi, tu sais, même avant tout ça. Elle disait que quelque chose clochait entre vous deux, mais je lui ai dit qu'elle se faisait des films. Je suppose qu'elle avait raison. C'est souvent le cas, ai-je dit en parvenant à lâcher un faible rire. À qui le dis-tu, a répondu Joe. En 43 ans de mariage, je crois que j'ai dû gagner peut-être 3 disputes, et je suis presque sûr qu'elle m'a laissé les gagner. Sur ce, nous avons raccroché. Si j'étais épuisé jusqu'aux os avant, j'étais exténué maintenant. Je me suis allongé sur mon lit, tout habillé, et je me suis endormi rapidement. Mes rêves étaient chaotiques, fragmentés. Des images de Jean riant avec son amant. Hélène Kowalski debout dans une chambre de motel avec une arme. Des policiers examinant des photos. Sheila me grondant comme un enfant. Joe et Marie me regardant avec déception. Tout cela tourbillonnait dans un chaos confus qui m'a laissé plus fatigué au réveil que je ne l'étais au moment de m'endormir. Le soleil matinal m'a réveillé, mais je n'étais pas prêt à me lever. Je me suis levé juste assez longtemps pour tirer le store et retourner me coucher pour 2 heures de sommeil supplémentaire, bien nécessaire mais agité. Quand je n'ai plus pu dormir, je me suis douché, habillé, et je suis sorti manger un morceau avant d'aller à l'hôpital. Je me suis arrêté dans un petit restaurant où j'allais depuis des années, j'ai commandé un café et des œufs, et je suis resté là à regarder par la fenêtre pendant que je mangeais. La serveuse, une femme nommée Dolores, qui y travaillait depuis avant ma naissance, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'étais juste fatigué. Elle ne m'a pas cru. Je le voyais bien, mais elle n'a pas insisté. Elle a simplement rempli ma tasse de café et m'a dit de prendre soin de moi. Les petites attentions de la part d'inconnus. Parfois, c'est tout ce qui vous permet de tenir le coup. Il était environ 11 heures quand je suis arrivé dans la chambre de Jean. Ses parents étaient déjà là. Elle était réveillée et étonnamment alerte. Je m'attendais à ce qu'elle soit encore sous sédatif ou quelque chose comme ça, mais qu'en savais-je? Je n'avais jamais vu de victime de balle auparavant. Elle avait l'air pâle, fragile, avec des tubes et des fils reliant ses bras à diverses machines qui bipaient et bourdonnaient. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage tiré. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu pitié d'elle. Puis je me suis rappelé pourquoi elle était là, et la compassion s'est évaporée. Je suis entré dans sa chambre en m'attendant à des remords. Eh bien, j'ai été surpris. Elle m'a jeté un regard et a explosé, espèce d'idiot. Fils de pute. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Tu as tué David, a hurlé Jean. On repassera pour le fameux, c'était juste pour le sexe. Ça ne voulait rien dire. Alors maintenant, il avait un nom. David. Elle couchait avec un certain David. Et apparemment, ça signifiait bel et bien quelque chose, après tout. C'est drôle comme la vérité éclate quand les gens sont sous pression. Tous ces mensonges soigneusement tissés, toute cette tromperie exercée, et un moment de crise balaient tout pour révéler ce qui se passait réellement. Ce n'était pas juste une histoire de cul. Ce n'était pas dénué de sens. Elle tenait à lui. Peut-être même qu'elle l'aimait. Et maintenant,
il était mort et elle m'en tenait pour responsable. Soudain, 2 infirmières sont entrées dans la chambre en passant rapidement devant moi et 2 aides-soignants se sont postés à côté de moi. Je suppose qu'ils me considéraient comme une menace. Joe et Marie se tenaient près du lit, l'air horrifiés, pas par moi, mais par leur fille, par ce qu'elle venait de révéler, par la confirmation que tout ce que je leur avais dit était vrai. Marie avait la main sur la bouche, les larmes coulant sur son visage. Joe avait juste l'air vieux, vaincu, comme s'il avait vieilli de 20 ans au cours des 12 dernières heures. Je l'ai regardé sans une once de compassion dans le cœur. Non, c'est sa femme qui l'a tué, ai-je répondu froidement. Je suppose que vous avez été négligents tous les deux. Ou peut-être qu'elle est juste plus intelligente que moi. Cela lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle s'est recouchée dans son lit et a commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses et dignes de quelqu'un de sincèrement désolé. C'étaient les sanglots bruyants et dramatiques de quelqu'un qui vient de réaliser que son monde soigneusement construit s'est effondré et qu'il est impossible d'en recoller les morceaux. Elle pleurait pour elle-même, pour ce qu'elle avait perdu, pour la vie qu'elle avait imaginée avec David et qui n'aurait jamais lieu maintenant. Elle ne pleurait pas pour moi, pour ses parents, pour la douleur qu'elle avait causée. Elle pleurait parce qu'elle avait été attrapée et qu'il y avait des conséquences et que ça ne lui plaisait pas. On m'a vite demandé de partir et je m'y suis plié avec plaisir. En marchant dans le couloir, je me suis demandé si j'avais un jour connu cette femme. Il est clair qu'elle ne m'avait jamais connu. Si c'était le cas, elle aurait su que je n'aurais jamais tué personne, peu importe à quel point on m'avait blessé. Elle aurait su que je serais simplement parti, que j'aurais demandé le divorce et que j'aurais continué ma vie. Mais elle ne le savait pas parce qu'elle ne m'avait jamais vraiment connu. J'avais joué un rôle dans sa vie, je n'étais pas une personne. Le mari, le pourvoyeur, celui qui était censé être là pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. C'était tout ce que j'avais toujours été pour elle. Alors que je m'approchais de l'ascenseur, 2 agents de sécurité sont venus à ma rencontre. « Monsieur, pouvons-nous vous parler ?» a demandé l'un d'eux. Je les ai regardés et j'ai dit « Non. J'ai déjà parlé avec la police et ils m'ont innocenté. Je ne vais pas laisser les hurlements d'une menteuse et d'une tricheuse vous donner la permission de prétendre que vous avez la moindre importance. Vous pouvez appeler la police si vous voulez. Et je leur parlerai, mais vous passerez juste pour des idiots. C'est vous qui voyez, mais si vous me touchez, je porte plainte. » À ce stade, j'en avais assez. J'avais fini d'être poli. J'avais fini de m'accommoder des suppositions et des suspicions des autres. J'avais fini de jouer les gentils. Les 2 agents se sont regardés, ne sachant que faire, alors que j'entrais dans l'ascenseur pour partir. Je pouvais les voir à travers les portes qui se refermaient, toujours plantés là, essayant encore de comprendre quoi faire. Je m'en fichais. Qu'ils appellent les flics. Qu'ils fassent un rapport. Je n'avais rien à cacher, et j'étais fatigué d'agir comme si c'était le cas. La police ne m'a plus jamais dérangé. Jean a essayé de les pousser à m'inculper, mais quand la tireuse est prise sur le fait, debout au-dessus du corps, et qu'elle avoue à plusieurs reprises sur le chemin du commissariat, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. L'inspecteur chargé de l'affaire m'a appelé une fois, m'a posé quelques questions complémentaires, a confirmé mon alibi, et ce fut tout. Il s'est même excusé de m'avoir dérangé, disant qu'il devait donner suite aux accusations de Jean, mais qu'il était clair que je n'y étais pour rien. Je l'ai remercié pour son professionnalisme, et l'histoire s'est arrêtée là. L'avocat que j'ai engagé pour Hélène Kowalski a réussi à la faire placer dans un service psychiatrique au lieu d'une cellule de prison, mais je me demande parfois s'il y a une grande différence. Je lui rends visite de temps en temps et je la trouve aussi lucide que n'importe qui de ma connaissance. Elle m'a un jour demandé, « Y a-t-il une chance que tu puisses faire passer en douce une scie à métaux cachée dans une boîte de chocolat ?» C'est là que j'ai su qu'elle était aussi saine d'esprit que vous et moi. Je suppose que cet avocat était plutôt bon après tout. L'associé de Sheila avait bien fait les choses pour elle. Il avait plaidé qu'elle avait eu une crise psychotique provoquée par le traumatisme de la découverte de l'infidélité de son mari, qu'elle n'avait pas toute sa tête au moment de presser la détente. L'accusation avait fait pression pour un meurtre au 1er degré, mais la défense a réussi à réduire le chef d'accusation à un homicide involontaire avec intervention psychiatrique. Hélène passerait quelques années en psychiatrie, suivrait un traitement, et finirait par être libérée. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de passer le reste de sa vie en prison. Lors d'une de ces visites, ma perspective a changé. J'étais assis en face d'Hélène dans ce parloir stérile, avec ses meubles boulonnés au sol et ses néons qui donnaient à tout le monde l'air à moitié mort.
Et nous étions juste en train de parler, de vraiment parler. Elle me racontait sa vie avant que tout ne s'effondre, les signes qui lui avaient échappé, le moment où elle avait enfin compris ce qui se passait. Elle m'a parlé de la découverte des SMS, des reçus, des mensonges qui ne tenaient pas vraiment debout. Elle m'a raconté comment elle avait confronté David et comment il avait tout nié, l'avait manipulé, l'avait fait passer pour folle pour avoir simplement suggéré qu'il la trompait. Elle a parlé d'avoir engagé son propre détective privé et d'avoir obtenu les preuves, de voir les photos et de sentir tout son monde s'écrouler. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé comme un train de marchandises. Même ici, enfermée dans un service psychiatrique, Hélène avait plus de clarté et de présence authentique que ma femme n'en avait jamais eu. Il n'y avait pas de représentation théâtrale avec Hélène, pas de façade soigneusement construite. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un qu'elle n'était pas ou de cacher ce qu'elle ressentait. Elle était simplement vraie, brute, honnête. Elle avait fait quelque chose de terrible, certes, mais elle l'assumait. Elle ne cherchait pas d'excuses et n'essayait pas de réécrire l'histoire. Elle regardait ce qu'elle avait fait et vivait avec chaque jour. Elle a parlé du moment où elle a appuyé sur la gâchette, de la rage, de la douleur et de la trahison qu'il avait consumée, de la façon dont elle avait eu l'impression de regarder quelqu'un d'autre le faire, comme si elle était à l'extérieur de son propre corps. Elle a parlé de ses regrets, non pas de les avoir confrontés, mais d'avoir laissé sa colère la contrôler, d'avoir gâché sa propre vie à la poursuite d'une vengeance qui n'avait rien arrangé. J'ai repensé à toutes ces années avec Jean, à toutes ces conversations où j'avais senti que quelque chose clochait légèrement, sans pouvoir mettre le doigt sur quoi. Maintenant, je comprenais. Jean avait joué la comédie tout au long de notre mariage, incarnant le rôle d'une épouse, alors que sa vraie personnalité était complètement ailleurs. Hélène, malgré tous ses défauts et toutes ses erreurs, était au moins authentique. Elle était brisée, c'est sûr, mais elle était sincèrement brisée. Elle ne faisait pas semblant d'aller bien. Elle ne construisait pas de mensonges élaborés pour cacher qui elle était vraiment. Elle était juste elle-même, abîmée, honnête et vraie. Tu sais ce qui est drôle ? Ai-je dit à Hélène lors de cette visite. Tu es ici à l'intérieur et moi je suis là dehors, mais tu as l'air plus libre que je ne l'ai jamais été dans mon mariage. Elle m'a fait ce sourire triste. La liberté est surestimée quand on mange de la viande mystère et qu'on prend des médicaments à heure fixe. Tu vois ce que je veux dire, ai-je dit. Ouais, je vois, a-t-elle répondu. Tu veux dire que je ne fais plus semblant. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Même dans un endroit comme celui-ci, je n'ai pas besoin de maintenir la façade. Je n'ai pas besoin de sourire, d'acquiescer et d'agir comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Je peux juste être brisé, en colère et triste, et personne n'attend rien d'autre de ma part. Nous sommes restés assis en silence un moment, puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Quand tu retourneras là-dehors et que tu recommenceras à zéro, Georges, ne te contente pas de quelqu'un qui a besoin d'un scénario pour dire la vérité. Trouve quelqu'un de vrai. Trouve les tiens. Ceux qui ont traversé le feu et qui en sont ressortis toujours debout. Ce sont ceux-là qui valent la peine d'être connus. Ceux qui ont été brisés et qui se sont reconstruits. Ce sont eux qui comprennent ce qui compte vraiment. Ils ne s'inquiètent pas pour des broutilles parce qu'ils ont vu de vrais problèmes. Ils ne mentent pas sur des choses stupides parce qu'ils savent à quel point les mensonges peuvent détruire. Ils sont juste vrais, tu sais ? C'est ce dont tu as besoin. De vraies personnes. J'y ai beaucoup repensé après mon départ. Au fait de trouver des gens avec une véritable intégrité. Des gens qui avaient survécu au naufrage de la vie et en étaient ressortis plus forts. Des gens qui n'avaient pas besoin de jouer la comédie, de faire semblant ou de se cacher derrière des mensonges soigneusement construits. Des gens qui avaient traversé l'enfer et en avaient tiré des leçons, qui avaient été brisés et avaient guéri, et qui en étaient ressortis avec de la sagesse, de l'empathie et de l'authenticité. Quelques mois plus tard, une fois le divorce finalisé et alors que j'essayais de comprendre ce qui allait suivre, je suis tombé sur ce site web appelé singletune.com. C'est un de ces sites de rencontres, mais il semblait différent d'une certaine manière. Le slogan a attiré mon attention, votre vibe, votre tribu. J'avais fait défiler mes options, regardant les suspects habituels, les sites de renom avec leurs algorithmes et leurs promesses de trouver votre partenaire idéal. Mais ils semblaient tous si superficiels, si concentrés sur les choses de surface, la taille, le poids, les revenus, les passe-temps, comme si l'on pouvait réduire une personne à une liste de contrôles et trouver la compatibilité grâce à des points de données. Ce n'était pas ce que je cherchais.
Je ne voulais pas de quelqu'un qui présente bien sur le papier. Je voulais quelqu'un de vrai. Je suis resté là, à fixer mon écran d'ordinateur, en repensant à ce qu'Hélène avait dit sur le fait de trouver des gens vrais, de s'entourer de personnes qui n'ont pas besoin d'un scénario pour dire la vérité. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pas seulement un site de rencontre, mais un endroit où des gens qui ont traversé l'enfer et en sont revenus peuvent se trouver et construire quelque chose de vrai. Un endroit où les survivants se rassemblent, où les gens qui ont été mis à terre et se sont relevés peuvent se connecter avec d'autres qui comprennent ce que ça fait. Un endroit où l'on n'a pas besoin de prétendre être parfait, car tout le monde là-bas sait que la perfection est un mensonge. J'ai créé un profil ce soir-là. Je n'ai rien enjolivé. J'ai parlé du divorce, de la trahison, du fait d'avoir appris à la dure que l'authenticité compte plus que la perfection. J'ai écrit sur la découverte de la double vie de ma femme, sur la fusillade, sur mes visites à Hélène dans le service psychiatrique, et sur le fait d'avoir appris plus sur l'honnêteté de la part d'une femme qui avait commis un homicide que pendant des années de mariage. J'ai écrit sur ce que je cherchais, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avait traversé son propre feu et en était ressorti de l'autre côté. Quelqu'un qui comprenait que la vie est désordonnée et compliquée, et que c'est très bien ainsi. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de jouer la comédie ou de faire semblant, qui pouvait juste être lui-même, avec ses défauts et tout le reste. Et vous savez quoi? Les gens ont répondu. De vraies personnes avec de vraies histoires. Des gens qui avaient survécu à leur propre désastre et cherchaient des connexions fondées sur l'honnêteté plutôt que sur des illusions. J'ai eu des nouvelles d'une femme qui avait perdu son mari d'un cancer et qui réapprenait à vivre. D'un gars qui avait traversé son propre divorce houleux et qui reconstruisait sa vie à partir de zéro. De personnes qui avaient été trahies, abandonnées, brisées, et qui avaient trouvé, d'une manière ou d'une autre, la force de continuer. C'étaient les miens. Les survivants. Ceux qui savaient que la vie pouvait vous mettre à terre, mais qu'on pouvait se relever. Ceux qui avaient appris que l'honnêteté et l'authenticité valaient bien plus que n'importe quelle façade soigneusement construite. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce qu'Hélène essayait de me dire. Il s'agit de s'entourer de personnes qui n'ont pas besoin d'un scénario pour dire la vérité. C'est mon genre de tribu. Les survivants, ceux qui ont été mis à terre et se sont relevés. Ceux qui ont appris qu'être vrai vaut plus qu'être parfait. Ceux qui ont vu ce que la vie a de pire à offrir et ont décidé de continuer malgré tout. Ceux qui ont été trahis et brisés et qui ont trouvé, d'une manière ou d'une autre, la force de faire de nouveau confiance, d'aimer de nouveau, de construire de nouveau. Ce sont ces personnes qui valent la peine d'être connues. Ce sont les personnes avec qui il vaut la peine de construire une vie. J'ai souri en repensant à ce slogan. Singleton, votre vibe, votre tribu. Ouais, c'était exactement ça. Trouvez vos semblables. Ceux qui comprennent, ceux qui sont passés par là. Construisez votre tribu avec des gens qui ont de l'intégrité, qui ont gagné leur sagesse par de dures expériences, qui savent que l'honnêteté est la seule fondation sur laquelle il vaut la peine de bâtir. Ne vous contentez pas de gens qui jouent la comédie, qui font semblant, qui se cachent derrière des masques et des scénarios. Trouvez ceux qui sont assez courageux pour être vrais. Même quand être vrai est désordonné, compliqué et imparfait. Ce sont vos gens. C'est votre tribu. J'ai commencé à avoir des rendez-vous. Certains étaient bien. Certains étaient gênants, d'autres n'ont mené nulle part, mais ils étaient tous vrais. Personne ne prétendait être quelqu'un d'autre. Personne ne cachait son passé, ses cicatrices ou ses luttes. Nous étions tous simplement des gens qui avaient traversé des épreuves, qui avaient survécu à des choses, qui essayaient de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui précédait. Et ça semblait juste. Ça semblait honnête. Ça ressemblait au genre de fondation sur laquelle on pouvait réellement bâtir. Le divorce a été prononcé sans trop de difficultés. Jean ne voulait plus de moi, mais elle voulait tout ce que nous avions et tout ce que j'aurais un jour. Elle a dû se contenter de la moitié et d'aucune pension alimentaire. Le juge n'a pas été impressionné par ses exigences, lui disant « Vous avez un travail, Madame Bradley. Vous pouvez travailler. » Je songe à me faire tatouer ces mots sur le bras. L'avocat de Jean avait essayé de faire valoir qu'elle méritait plus à cause du traumatisme qu'elle avait subi, parce qu'on lui avait tiré dessus, parce qu'elle avait besoin de temps pour se remettre. Le juge l'avait regardé comme si une deuxième tête lui avait poussé et avait dit « Madame Bradley. On vous a tiré dessus alors que vous commettiez un acte d'infidélité. Cela ne constitue pas un motif de compensation supplémentaire. Vous avez un travail.
Vous avez des compétences. Vous pouvez subvenir à vos besoins. Ce tribunal ne voit aucune raison pour laquelle Monsieur Bradley devrait être tenu de financer votre mode de vie après que vous ayez détruit votre mariage. C'était magnifique. C'était la justice. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. En y repensant, ce dont je me souviens le plus, c'est d'une avocate formidable qui m'a traité comme un enfant, m'a guidé, m'a grondé et m'a évité des ennuis. Sheila Goldstein, un requin extraordinaire, qui m'a facturé une fortune équivalait chaque centime. Elle avait été dure quand j'avais besoin de dureté, compatissante quand j'avais besoin de compassion, et brutalement honnête quand j'avais besoin d'entendre la vérité. Elle m'avait empêché de faire des bêtises, de dire quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre moi, de laisser mes émotions guider mes décisions. Elle avait été exactement ce dont j'avais besoin, au moment exact où j'en avais besoin. Je me souviens aussi de 2 beaux-parents formidables dont je me sens toujours proche, et d'un juge avec beaucoup de bon sens. Joe et Marie m'invitent toujours pour le dîner du dimanche. Nous ne parlons pas beaucoup de gens. Elle a déménagé dans un autre état après le divorce, pour recommencer à zéro ailleurs. J'ai entendu dire par des rumeurs qu'elle fréquente quelqu'un de nouveau, racontant aux gens que son ex-mari était violent et contrôlant, et que c'est pour ça qu'elle est partie. Je m'en fiche. Qu'elle réécrive l'histoire si ça la fait se sentir mieux. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Quant à mon ex-femme, je ne pense presque plus du tout à elle. Elle est devenue un conte moral dans mon esprit, un rappel de ce qui arrive quand on bâtit sa vie sur des mensonges. Parfois, je vois quelque chose qui me fait penser à elle, une chanson que nous aimions ou un restaurant où nous allions. Et je ressens un petit pincement. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait du regret, juste la reconnaissance que quelque chose qui fut un jour n'est plus. Mais ça passe vite. Je suis passé à autre chose. J'ai construit une nouvelle vie, une vie meilleure, une vie plus honnête. Mais je pense parfois à Hélène, et à cette conversation que nous avons eue sur le fait de trouver sa tribu, ses vrais amis, de construire une vie avec des gens qui n'ont pas besoin de faire semblant. C'est la leçon que j'ai tirée de tout ça. Non pas que les gens vous trahiront, bien qu'ils le feront, mais que lorsqu'ils le font, c'est à vous de choisir ce qui vient ensuite. Vous pouvez décider du genre de personne que vous voulez dans votre vie à l'avenir. Vous pouvez décider du genre de personne que vous voulez être. Et je choisis le vrai. Je choisis l'honnêteté. Je choisis les gens qui ont traversé le feu et qui en sont ressortis de l'autre côté toujours debout, continuant de se battre, toujours vrai. C'est ça, ma tribu maintenant. C'est la vie que je suis en train de construire. Je choisis des gens qui ont été brisés et se sont reconstruits, qui ont été trahis et ont appris à faire de nouveau confiance, qui ont été mis à terre et se sont relevés. Je choisis des gens qui n'ont pas besoin d'un scénario pour dire la vérité, qui n'ont pas besoin de jouer la comédie, de faire semblant ou de se cacher. Je choisis l'authenticité plutôt que la perfection, l'honnêteté plutôt que le confort, le vrai plutôt que le facile. Tout le reste n'est que du bruit. Tout le drame, tous les mensonges, toutes les façades soigneusement construites derrière lesquelles les gens se cachent, tout cela n'est que du bruit. L'important est de trouver vos semblables, de construire votre tribu, de vous entourer de personnes qui comprennent que la vie est dure, désordonnée et compliquée, et que c'est très bien ainsi. C'est ce qui la rend vraie. C'est ce qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je rends toujours visite à Hélène de temps en temps. Nous sommes devenus amis, d'une manière un peu étrange. Elle va mieux, elle travaille sur ses problèmes, elle accepte ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Elle sera admissible à une libération conditionnelle dans quelques années. Et je lui ai promis de l'aider à se remettre sur pied quand cela arrivera. Non pas parce que je lui dois quoi que ce soit, mais parce qu'elle est vraie. Elle est authentique. Elle fait partie de ma tribu maintenant. Les survivants, ceux qui ont traversé l'enfer et qui en sont ressortis. Nous nous comprenons d'une manière que les personnes qui n'ont pas vécu ça ne pourraient jamais saisir. C'est ce que Singletune.com m'a appris à la fin. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite. Il s'agit de trouver ses semblables, sa tribu, ceux qui partagent votre vibe. Ceux qui sont allés là où vous êtes allés, qui comprennent ce que vous avez traversé, qui n'ont pas besoin que vous expliquiez, justifiez ou défendiez quoi que ce soit. Ils comprennent, tout simplement. Et cela vaut bien plus que n'importe quel profil soigneusement conçu ou qu'une correspondance générée par un algorithme. C'est ça, la vraie connexion. C'est ça, la vraie communauté. C'est ce sur quoi la vie est censée reposer. Alors oui, je vais bien maintenant.
Mieux que bien, en fait. J'ai ma tribu. J'ai mes amis. J'ai une vie bâtie sur l'honnêteté et l'authenticité plutôt que sur des mensonges et des représentations. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout ce qui compte.